Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Laurent Kasprovic, docteur en sociologie et chercheur, donc qui a écrit 2 livres, Phénomène et Coup de fil de l'au-delà. Et ce soir, donc Laurent, vous êtes avec moi et on va pouvoir développer un petit peu tout ça. Vous avez déjà vécu une expérience étrange, hein, c'était en 2004. On va peut-être essayer de revenir un petit peu dessus parce que c'est ce qui vous a poussé en fait à vous intéresser à ces sujets, hein. Bonjour et merci de me recevoir dans votre émission. Avec plaisir. Effectivement, donc c'est, une expérience en 2004 qui a été extrêmement étrange et que d'ailleurs j'ai mise sous le tapis pendant 10 ans, qui m'a, incité, donc bien plus tard à en parler et à faire une recherche, spécifique dessus Mhm. et à la présenter, au public français parce que le phénomène on va dire des coups de fil de l'au-delà, mais les anglo-saxons l'appellent phone call from the dead, n'est pas connu en France. On connaît surtout le phénomène de la TCI, en tous les cas, les expériences que certains ont pu mener avec, des matériaux d'enregistrement et au final, le phénomène des coups de fil est très, très peu connu, bien qu'il me paraisse beaucoup plus impressionnant que celui de la TCI. Alors du coup, comment ça fonctionne exactement ces coups de fil de l'au-delà? Comment ça se présente? Les chercheurs ont essayé de faire des catégories, hein, autour de ce phénomène-là pour essayer de voir un petit peu comment ça pouvait se présenter justement. Moi, plus je cherche, plus je me dis que finalement, il y a énormément de cas de figure autour de ce phénomène-là. Je peux citer 3 grandes catégories avec vous là tout de suite. Ces 3 grandes catégories, ça commence par la première qui est celle tout simplement des personnes bien vivantes qui disent, avoir reçu un appel téléphonique avec, au bout donc, ce qui semblait être la voix de leurs proches défunts qui leur ont donné même des signes de reconnaissance, hein, ce qui, si vous voulez, réduit l'hypothèse de la coïncidence ou de la similarité d'une voix avec une autre, et cetera. Là, il y a vraiment des détails, le défunt semble, savoir qu'il est décédé et donc ça prend des proportions, extrêmement très, très étranges, en tous les cas pour les personnes qui en ont fait l'expérience. Il y en a une autre, ce serait, de dire que cette fois-ci, c'est des vivants qui, appellent des proches qu'ils pensent être également vivants, qu'ils ont même une conversation, et il s'avère après que cette conversation n'a pas pu avoir lieu puisque, l'autre personne au bout du fil, hein, qu'ils ont appelée en pensant qu'elle était bien bel et bien vivante, eh bien, en fait, était déjà décédée. Par exemple, vous pensez appeler un ami, un proche et cetera, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu au téléphone, vous avez une conversation presque normale et après vous apprenez que cette conversation n'a pas pu avoir lieu puisque, la personne était décédée la veille, une semaine ou un mois avant. Mmh. On a quelques cas comme ça dans la littérature. J'avoue que moi-même, j'en ai pas recueilli, hein, dans mon enquête, donc D'accord. dans ce livre qui s'appelle Des coups de fil de l'au-delà. Bien que j'ai maintenant, moi, une quarantaine de cas recueillis en France, ou francophones, on va dire plutôt, puisqu'il y a des cas de Belgique aussi, eh bien, j'ai pas eu finalement de cas comme celui-ci. Enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler des appels impossibles entre vivants, et ça regroupe une catégorie un peu plus vaste encore d'appels impossibles entre deux personnes qui sont pourtant bel et bien vivantes. Alors là, on peut pas supposer que c'est l'action d'un défunt, mais n'empêche, les appels n'auraient jamais pu se produire ou ne se sont même parfois jamais produits pour l'un des appelants. Donc c'est une catégorie plus vaste, plus étrange encore avec, je dirais plus étrange, alors je ne sais pas si on peut dire plus étrange, mais si vous voulez, même les hypothèses traditionnelles, là, même en paranormal, ne suffiraient pas à expliquer cette catégorie-là. Et donc vous, ce que vous avez vécu en 2004, en fait, ça s'est présenté comment? Il est difficile de le raconter comme ça en quelques phrases. Je le raconte en long, en large dans le livre, hein, bien sûr, mais Oui, je me oui. suis rendu compte que voilà, c'est pas le cas le plus typique, c'est pas le cas le plus typique. Il s'est produit en plusieurs temps, en 2 temps, je dirais. Ça suivait le décès de ma chienne en 2004. Je me suis rendu compte que, j'ai été à Nancy, dans la voiture et puis, c'était quelques jours après ce décès-là et je discutais avec ma mère et mon frère et je disais: «Oh», on était vraiment tristes, hein, très atteints par ce décès et puis je disais: «J'aimerais bien, recevoir un signe disant que, nos chiens, ils vont aussi dans l'au-delà». Alors c'était une remarque un peu naïve, hein, du jeune que j'étais et au moment où j'ai dit ça, j'ai reçu un texto me disant, apparemment d'une étudiante, hein, là-dessus, il n'y avait pas de dimension paranormale, mais le texto disait: «Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien». Mmh. Au moment même où j'ai dit ça, quelques secondes après et j'ai été vraiment surpris et il y avait un numéro, hein, j'ai répondu d'ailleurs par texto, j'ai dit: «Vous avez dû vous tromper» et puis j'ai fait le lien, on était au mois d'octobre, je pense que ça parlait d'intégration scolaire, j'ai bien réussi mon intégration. J'ai eu une autre réflexion, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce qu'au moment où je demande un signe, je reçois ça» et j'avoue que sur le coup, ma mère et mon frère me mettent la main sur l'épaule et c'est même pas, une façon de parler, hein. Je crois que l'un des 2 l'a fait en disant: «Eh oh, on va pas voir des signes, des trucs un peu barges, hein, comme ça» et puis ça nous a plus fait sourire, tiens, la coïncidence quoi, d'un texto qui fait sens à ce moment précis et quelque temps, c'est à partir du lendemain qu'on a reçu des appels cette fois-ci,
étranges sur le téléphone fixe de l'appartement, avec des phénomènes qui se sont produits sur le téléphone fixe, complètement inexplicables, et une conversation qui s'est nouée. On a aussi entendu des voix, des rires plutôt, pour être plus précis, mais pas des rires méchants, des rires un petit peu type réunion de famille. C'est comme si on surprenait une réunion de famille. Et on a eu également une conversation avec quelque chose qui répondait exactement à toutes mes questions et qui nous a renseigné sur le fait que c'était apparemment ou a priori, c'est comme ça que le phénomène s'est présenté, mon grand-père qui était avec ma chienne décédé. Et mon grand-père était également décédé. Donc c'est comme ça que le phénomène s'est présenté. Puis à la fin de la conversation, pseudo-conversation, j'ai posé une question simple, j'ai demandé si ma chienne était trop vieille, qu'est-ce qui s'était produit, et on a entendu la respiration forte d'un chien. Il faut savoir que ma chienne était décédée d'un cancer des poumons 8 jours avant, quoi, même pas. Moi, au Mmh. départ, je pensais que c'était du harcèlement sur le téléphone fixe, parce que des fois, ça sonnait, puis ça répondait pas, il y avait personne au bout de la ligne, et puis ça raccrochait. Donc, je pensais que c'était du harcèlement, je pensais que c'était quelque chose de bizarre, mais pas paranormal au sens, voilà, premier du terme. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a envisagé le truc, parce qu'on était plusieurs témoins dans la famille. Et on a pensé à enregistrer, parce que j'avais un magnétophone à l'époque, j'étais en thèse de sociologie, donc j'avais un magnétophone. Et donc, c'est avec ça que j'ai voulu enregistrer pour ramener ça à la police. Mais en fait, en vérité, j'étais loin du compte et ça s'est avéré être très étrange. À chaque fois qu'on essayait de savoir qui avait appelé, notamment avec France Télécom, eh bien, personne n'avait appelé. C'est comme si Ouais, personne n'avait appelé. voilà, et c'était une de mes grandes questions, c'était de savoir si vous aviez essayé, par exemple, de retracer ces appels, justement. Oui, Contacter le notamment fournisseur d'accès. Mmh. notamment avec les appels en absence, on pouvait tout de suite savoir, je crois, à l'époque, je vous parle de mémoire, hein, c'était il y a 20 ans, donc je ne sais plus quel Ouais. numéro on faisait, on avait pensé à faire tout de suite, on le faisait, et personne n'a appelé. C'était une des grandes bizarreries du phénomène. Puis il y en a eu d'autres, hein, il y a Mmh. eu sur la ligne également, entre, cette fois-ci par téléphone portable, je crois, entre ma mère et son conjoint, ils ont entendu, pareil, sur la ligne, des rires, les mêmes rires de type réunion de famille. À un autre moment, ces rires-là se sont déposés directement sur le répondeur fixe, en même temps qu'on était en ligne avec le phénomène. Voilà, je me suis rendu compte que l'enchaînement des événements, à commencer par le texto reçu la veille de ces phénomènes-là, eh bien, et qui faisait coïncidence, me fait dire que mon cas est très atypique, Mmh. paranormal, et que les hypothèses habituelles, même paranormales, du sens les défunts nous contactent, ne suffisent pas. Parce que là, on a une coïncidence, par exemple. La coïncidence du texto est très très étrange et qu'il faut donc aller plus loin, creuser plus loin. Alors, je dis pas que ce n'est pas le cas, hein, je dis pas que c'est jamais les défunts ou quoi. Je dis que ça met en ça remue d'autres questions, d'autres interrogations, et ça remet aussi en question peut-être la nature de notre réalité. J'ai commencé 10 ans après. Alors, on a mis ça sous le tapis pendant 10 ans, Ouais. et 10 ans après, donc j'ai fait une recherche pour essayer d'en parler en France, quoi. Ouais, parce que du coup, vous avez fait des recherches, hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait déjà des témoignages, il y avait déjà des chercheurs qui en parlaient et vous, vous avez essayé de développer ça en France et de voir si d'autres personnes avaient été également, témoins, en fait, de ces phénomènes. Voilà. Et puis, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi, alors, il faudrait citer le travail d'un chercheur anglais, qui s'appelle Callum Cooper. C'est un chercheur universitaire anglais, Mmh. qui bosse sur ce phénomène-là. En 2010-2012, il a publié des articles dans des revues à comité de lecture, donc et ensuite en 2012, il a, publié un livre qui s'appelle aussi, Telephone Call from the Dead. Il y a un aspect quand même sur lequel les chercheurs précédents anglais et américains n'avaient pas insisté, c'est cet aspect, extrêmement, étrange du phénomène qui fait que même les hypothèses traditionnelles ne suffisent pas. J'en reviendrai tout à l'heure dessus. J'ai parlé tout à l'heure de la coïncidence avec le texto, que certains dans le domaine du paranormal nomment synchronicité, peut-être à raison. Il y a d'autres aspects encore qui nous font nous interroger sur la véritable nature de ce phénomène et sur la nature aussi de notre réalité. Donc j'ai D'accord. voulu amener à la fois le sujet en France et également proposer des hypothèses un peu nouvelles ou un peu oubliées. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce que vous avez développé dans le premier livre, donc enfin, premier livre. Il me semble que Coup de fil de l'au-delà, c'était déjà un livre que vous aviez fait, il y a longtemps et qui est maintenant réédité, enfin que Ouais, voilà. En fait, c'était des coups de fil de l'au-delà. Je l'avais sorti en 2018 en auto-édition à l'époque. ouais, OK. Mmh. Et donc ça veut dire pas beaucoup pas un gros tirage en fait, hein, voilà, c'est produit tout seul et puis c'était un petit peu, un miracle qui marche quand même. Entre temps, j'ai, fait un ouvrage collectif, qui s'intitule, Phénomènes avec, Romuald Le Terrier. On a convoqué d'autres chercheurs pour s'interroger également sur les points communs entre différents phénomènes et notamment des phénomènes paranormaux, mais peut-être aussi, ufologiques, voir un Mmh. petit peu quels étaient les points communs et qu'est-ce qu'on pouvait en déduire. Et je suis revenu donc sur des coups de fil de l'au-delà avec des nouveaux cas par rapport à la version de 2018 et cette fois-ci édité par une bonne maison d'édition. J'ai voulu, si vous voulez, approfondir le sujet, approfondir les hypothèses et puis surtout faire connaître le sujet aux Français parce que voilà, les Français semblaient ne pas trop connaître, alors et pour cause, hein, le phénomène est assez, rare, je dirais.
Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle, peut-être il est moins connu. Mais en tous les cas, il est passionnant et il me semble qu'il est central. J'ai quand même une question, c'est de savoir, quand vous avez ces conversations, en fait, par téléphone, est-ce que ce sont de véritables conversations? C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions et vous obtenez une réponse, qui tient vraiment la route, ou c'est juste des bribes de mots, des bouts de phrases? Comment ça se présente exactement, ces conversations? Alors quand vous dites «vous», c'est-à-dire en général, vous parlez du phénomène, c'est Bah, ça? oui, en général, ou même ce que vous avez vécu, en fait, Non, à un moi, mon moment cas donné. est très, très atypique, hein. Moi, c'était des D'accord. questions et des réponses par oui et non. C'était un coup Mmh. pour oui, 2 coups pour non, ou l'inverse Ah plutôt, oui. c'était un coup pour non et 2 coups pour oui. C'était comme ça l'essentiel de la conversation, plus, le halètement d'un chien très, très fort. En règle générale, par contre, vous entendez clairement la voix, même si on pourrait revenir sur les caractéristiques, des fois, elle paraît un peu distante, un peu rocailleuse, un peu métallique, mais en tous les cas, vous reconnaissez clairement la voix. Ce sont des phrases limpides, un petit peu comme, la conversation qu'on a là maintenant, des Mmh questions mh. et des réponses, même si souvent, tiens, une autre caractéristique, l'appelant, le défunt supposé, semble pressé. Il semble savoir que la conversation ne va pas durer et qu'il a un message à faire passer de manière, urgente. C'est souvent des messages de réassurance, hein, c'est pour rassurer les vivants. En tous les cas, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, ça dure rarement plusieurs minutes, par exemple, hein, c'est assez court. Donc c'est comme s'ils avaient vraiment une petite fenêtre, en fait, un temps très limité pour, C'est faire passer un message, C'est mmh. l'impression que ça donne et c'est même plus qu'une impression, hein, parce qu'eux-mêmes parfois la voix semble dire ça, semble signifier que ça va couper, je vais devoir te laisser, c'est un peu ça qui est dit. Dans tous ces phénomènes, en fait, de conversation comme ça, avec quelque chose venu de l'au-delà, c'est toujours positif, ou il y a quand même parfois des choses qui sont négatives? Moi personnellement, dans mon enquête à moi, je n'ai rien relevé de négatif. Au sens, alors ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas trompeur, hein, Oui. je faut être prudent, mais je n'ai jamais recueilli quelque chose de négatif. Il existe cependant un cas, dans la littérature qu'on pourrait penser peut-être un peu négatif ou peut-être un peu, angoissant. C'est, le cas qui était survenu, à l'acteur Mickey Williamson. C'était un acteur qui avait joué notamment dans Forrest Gump. Et lui, il avait raconté ça, je crois que c'était dans les années, 2000, au début des années 2000. Il a raconté, avoir reçu, quelques jours après le décès d'un de ses amis d'enfance, un appel de ce copain d'enfance donc, et Oui. qui, disait, «Ne les laisse pas me prendre, aide-moi, aide-moi, je veux pas y aller», hein, voilà, en substance, c'est ce qu'il disait. C'est un des rares cas angoissants, on va dire. L'acteur avait essayé tout de suite de tracer l'appel et il pouvait pas. L'opérateur ne pouvait pas aussi. Et Et quand est-ce que ça, il a regardé sur la oui, facture et l'appel en PCV n'y figurait pas non plus. Pourtant, donc c'était bien la voix de son ami tout juste décédé et qui était angoissé, voilà. comment ils peuvent arriver à utiliser un téléphone Ben, portable, je un ne sais pas, je ne sais pas. ouais, c'est ça qui est incroyable. On est dans l'hypothèse sur l'hypothèse, on formule des hypothèses sur des hypothèses, on fait des spéculations, quoi, et c'est compliqué, quoi, hein, c'est vraiment compliqué. Alors on a peut-être quelques indices pour imaginer comment ça pourrait se produire. J'ai parlé tout à l'heure du fait que des fois on avait des appels très, très étranges entre vivants et notamment on a ce qu'on appelle les appels par intention. C'est quelque chose qui avait été déjà remarqué par Scott Rogo en 79, mais également par, Callum Cooper en 2012, quelques cas comme ça, Mmh mh. où on a une personne qui, par exemple, a l'intention d'appeler, une autre personne, hein, donc il n'y a pas de défunt en question et qui ne le fait pas. Pour, X raison, elle ne le fait pas. Eh bien, on a des cas où, la personne qui devait recevoir cet appel, eh bien, a bien reçu l'appel, a bien reçu soit un message, soit une petite conversation, a bien eu une petite conversation avec l'appelant, avec la personne qui devait appeler et qui a, en quelque sorte donc, intégré le message, compris le message. D'ailleurs, il peut y avoir un nouvel appel entre les 2 personnes et c'est là que la première personne est surprise. Elle se dit: «Mais non, je t'ai jamais appelé. J'avais l'intention de t'appeler, j'avais l'intention de te dire ça, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je ne comprends pas que tu aies pu recevoir cet appel et que tu aies pu». Donc on a quelques cas comme ça. Comment déjà, ça a pu se produire? Ben, tout est dans l'appellation du phénomène. Appel par intention. La seule intention a permis la production du Mmh. phénomène, déjà entre vivants. Donc là, on peut se Heu poser la question de savoir jusqu'à quel point, en fait, notre esprit est capable d'influencer notre environnement. Voilà, et si on transpose au cas des défunts, on peut se dire Oui. que peut-être la seule intention de la part Mmh du mh. défunt permettrait dans certains cas de produire le phénomène. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire, d'accord? Mais c'est l'hypothèse sur l'hypothèse, parce que moi je suis un chercheur, hein, je mets des points Oui, d'interrogation oui, oui, partout, hein. C'est bien sûr. l'hypothèse sur l'hypothèse. On pourrait dire que l'intention aurait suffi pour formuler, pour faire le phénomène, pour produire le phénomène, puisque déjà, on a entre vivants possiblement l'existence de ce phénomène-là, alors qu'il n'y a pas de défunt qui rentre en ligne de compte
dans ce cas de figure. Donc la seule Mmh. intention permettrait dans certains cas de produire le phénomène. Bah, après on peut se demander pourquoi moi je l'ai vécu, et c'est la question que je me suis posée, hein, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Pourquoi moi je l'ai vécu à la suite du décès de mon chien, et pourquoi d'autres personnes qui vivent des tragédies bien plus graves ne le vivent pas, ce phénomène. Depuis, j'ai vécu d'autres deuils dans ma vie et je n'ai plus revécu le phénomène, hein. Donc je me dis pourquoi. Alors une des hypothèses qu'on peut formuler là aussi, bah, c'est que les vivants sont co-créateurs du phénomène. Mmh mh. C'est-à-dire que peut-être qu'ils sont, sans le savoir, alors médium ou canal. Ils fabriquent également, au sens de faire, hein, tout simplement, ils fabriquent le phénomène. Moi, j'ai un enregistrement, donc je sais que c'est réel, c'est objectif, mais Mmh. on peut penser que les vivants co-créent, peut-être avec quelque chose d'autre, peut-être avec le défunt, le phénomène. Et Donc c'est en pour fait, il cela crée que un lien. Il y a oui, un lien qui se fait entre les 2 et qui va justement participer à la création de ce phénomène-là, de voilà, de parce de l'appel, c'est quoi. c'est comme ça qu'on peut expliquer que ça se produit que Mmh. pour certaines personnes, parfois dans leur vie, mais pas tout le temps, hein, pas tout le temps, pas à chaque deuil, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, 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 bien sûr, ouais. Pas à chaque deuil, donc pourquoi ça s'est produit à un moment? Bah, peut-être parce qu'ils étaient à ce moment-là plutôt, plus réceptifs, plus canal, plus médium, plus en mesure de co-créer le phénomène, voilà. Et justement, vous avez essayé de voir un petit peu quelles étaient les caractéristiques, identiques entre les gens qui ont reçu ces appels? C'est non, c'est trop difficile parce qu'en fait, Mmh. on sait pas on sait pas comment chercher, par quoi commencer. Qu'est-ce Ouais. qu'ils auraient en commun? Alors, il y a 20 000 trucs qu'on peut avoir en commun, donc Ou c'est peut-être même difficile. l'instant? Est-ce que par exemple, le lien qu'ils avaient avec la personne qui est défunte, est-ce Il y a pas forcément de lien de proximité. Il y a une dame qui c'est arrivé avec son dentiste était décédé ah oui. et on n'a même pas de lien de proximité, nécessaire. Parfois c'est, le quelqu'un qui va recevoir par exemple, un appel, d'un père mourant, mais c'est le père, de sa voisine à lui. Donc c'est même pas il savait même pas que enfin il connaissait Oui, même pas, je veux donc dire, donc on n'a pas forcément des liens de proximité, bien que le phénomène se produise davantage quand même dans la famille, entre proches, mais on n'a pas forcément ce voilà. Dès qu'on essaie de faire une généralité, on aura des cas qui vont vous dire que non, ça marche pas. C'est pour ça que les catégories et les généralités dans ce genre dans le domaine du paranormal en règle générale, mais aussi dans le phénomène-là, eh bien, c'est assez fragile en vérité. Voilà. Parce ouais, que parce que moi, c'est c'était une de mes questions justement, c'était de savoir s'il y avait vraiment toujours un lien très fort entre, non, le non, pas défunt et la forcément. personne qui OK. Mmh. Pas forcément. C'est Ouais, difficile de ouais. faire des généralités. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose, moi, enfin, je m'en suis rendu compte aussi et je me suis rendu compte après coup que Scott Rogo, le chercheur de 1979, là, le parapsychologue américain, avait remarqué ça aussi. Il avait trouvé ça tellement étrange qu'il l'avait mis en note de bas de page et c'est pour ça que je l'avais pas lu d'abord. Il s'était rendu compte qu'il y avait quelques cas qui étaient reliés les uns aux autres, parfois par un nom de famille ou par des noms, prénoms. Parfois, c'était des similarités comme ça. Il avait trouvé ça très étrange. Il s'était dit: «Tiens, on dirait qu'il y a un arrière-plan, si vous voulez, à ce phénomène et qu'il ne frappe pas totalement au hasard non plus». Et moi, je m'en suis rendu compte parce que dans ma propre, expérience, vous le savez donc, parmi toute la littérature que j'ai recueillie sur le phénomène des coups de fil, je suis le seul à avoir vécu un phénomène en lien avec un chien décédé et j'ai trouvé ça très étrange. Tiens, d'autres chercheurs anglais, américains n'ont jamais, il y a même des chercheurs italiens qui ont bossé un peu dessus, ils n'ont jamais trouvé ça. Et je recueille aussi un autre cas français d'une dame qui a eu un cas avec suite au décès d'un chien également. Et un D'accord. cas très très étrange, encore plus étrange que le mien, je dirais. Et notre point commun donc à nos deux histoires, ma chienne à moi, elle s'appelait Cindy, et la personne qui me raconte ce témoignage-là, à qui c'est arrivé, s'appelle Cindy. Or, j'en ai jamais parlé dans mes bouquins, du prénom de ma chienne. Donc c'est très, très étrange. Ça pointe un truc, une coïncidence, tiens. Je suis le seul à avoir recueilli, des histoires qui sont survenues après le décès d'un chien, et pour cause, moi je l'ai vécu aussi. Et en plus, on a, en point commun donc ce prénom de Cindy. Eh bien, les chercheurs américains avaient remarqué ça aussi en 79 et s'étaient demandé donc s'il n'y avait pas un arrière-plan, quelque chose en plus qui nous était dit, dans la survenue de ce phénomène. Ben, ça pourrait nous dire que le phénomène ne frappe pas totalement au hasard, qu'il y a une volonté dans la production du phénomène, mais et que le phénomène a une sorte d'omniscience, il connaît les tenants et les aboutissants, et on a l'impression que le phénomène s'adresse donc aussi aux chercheurs. Parce que pour remarquer ces coïncidences entre des cas, il faudrait il faut qu'il y ait un chercheur qui bosse dessus et qui le recueille. Il y a plusieurs aspects. Premier aspect, peut-être un contact avec les défunts. Un deuxième aspect, quelque chose d'organisé, de volontaire et qui n'est pas lié au hasard. Il y a comme un message en fait derrière qui est destiné au chercheur lui-même, pas Au, forcément à la aux personne. chercheurs au pluriel, hein, c'est-à-dire, Oui, oui, on avait déjà ça un petit peu dans le phénomène OVNI, il me semble, avec les cas
de ce qu'on a appelé à un moment donné les cas jumeaux. Parfois, on s'est rendu compte que le nom de la personne d'un premier cas ressemblait beaucoup au nom d'une autre personne dans un autre cas, un cas similaire en plus. Donc, on a eu quelques cas comme ça aux États-Unis et même en France, il me semble. Joël Ménard en avait parlé de ces fameux cas jumeaux. Donc, on pourrait avoir là aussi dans le phénomène OVNI une sorte de volonté un petit peu plus globale. Mmh. On pourrait avoir un arrière-plan derrière ces phénomènes et montrer et comprendre qu'ils ne se produisent pas au hasard. C'est difficile d'aller plus loin et de se dire Mmh. et de trouver tout de suite, ah bah tiens, c'est quelque chose qui semble communiquer avec nous par ce moyen-là aussi et qui semble nous dire de chercher l'arrière-plan à tout ça, c'est-à-dire d'aller au-delà des apparences. Mais c'est très difficile d'aller plus loin. Mais donc la recherche passe sur à mon avis, la recherche sur ces phénomènes-là se passe sur le très très long terme. D'autres chercheurs dans 50 ans ou dans 100 ans iront un peu plus loin et auront un peu plus compris. Et c'est intéressant parce que du coup, vous disiez qu'on était peut-être créateur de ce phénomène-là ou du moins co-créateur peut-être avec, Mmh. quelque chose d'autre. Mais le phénomène OVNI ou le phénomène des poltergeists peut également être vu comme, quelque chose qui est créé par le témoin, en fait. C'est-à-dire qu'un OVNI peut être, peut-être créé par le témoin lui-même. Le poltergeist, on sait que des fois, ça peut être des personnes elles-mêmes, en fait, qui sont à Mmh. l'origine de ces phénomènes-là. Non, Est-ce qu'on peut mmh. englober tout ça? Oui, oui, c'est l'hypothèse, hein, en fait, on pourrait dire que les poltergeists ou les phénomènes comme le mien, celui que je décris, eh bien, se produisent à l'intérieur des maisons et les ovnis, finalement, sont les poltergeists du ciel. On pourrait voir ça comme ça. L'idée, c'est Mmh de mh. dire que finalement, effectivement, nous serions, co-créateurs ou créateurs inconsciemment de ces phénomènes. C'est l'hypothèse qui avait été formulée au sujet des poltergeists, notamment dans les années 70, hein, par toute l'école de parapsychologie allemande et qui montrait que finalement, souvent, ça se présentait les poltergeists autour de jeunes qui étaient en proie à des difficultés un petit peu psychologiques, hein, une frustration, Ouais. un stress, etc., qui pouvaient s'extérioriser comme ça dans leur environnement immédiat. Quand on regarde le phénomène des ovnis et notamment des rencontres rapprochées, on voit que le phénomène est souvent est mimétique, il semble reproduire des états psychologiques ou alors bien, ou des fois la condition sociale et la condition humaine en règle générale, parce que les rencontres rapprochées du troisième type, par exemple, sont très très bizarres, très étranges, parfois burlesques. Donc on s'est demandé s'il n'y avait pas aussi une part de co-création hein, dans ce phénomène-là. Et c'est vrai que l'hypothèse tient toujours, mais alors ça, bien sûr, hein, après il y a d'autres questions qui viennent, hein. Comment on arriverait à produire ça, sachant qu'il y a des enregistrements matériels? Je pense par exemple au cas de La Machine en 73, le poltergeist de La Machine, vous le connaissez peut-être, le mur qui Oui, dans parle. la Nièvre, oui, oui, tout à Ouais, fait, ouais. donc ce cas m'intéresse notamment parce qu'il communiquait aussi par un coup pour oui, deux coups pour non souvent, où il y avait enfin, ou quelque chose de similaire et le Oui, ce phénomène qui semblait rappelle votre, ouais, ouais, le phénomène semblait omniscient, les gendarmes avaient pu l'enregistrer. On a des enregistrements, ils sont disponibles sur Google. En les cherchant, on retrouve des documents d'époque. On voit que c'est peut-être une co-création par les vivants, mais alors on a des enregistrements matériels, donc c'est objectif et réel. Et on ne sait toujours pas comment on arriverait à produire ces phénomènes-là. On ne sait pas reproduire véritablement ces phénomènes-là en laboratoire, toujours. Donc, même en formulant ces hypothèses, on arrive encore à d'autres questions qui sont encore plus abyssales, je dirais. ce qui est très, très intéressant, c'est d'essayer de voir justement, quelle est l'origine de tout ça. Parce que dans votre livre Phénomène, vous parliez en fait du trickster. Alors moi, c'est quelque chose vraiment qui m'avait fasciné quand j'avais lu ce livre, parce qu'à partir de là, on peut imaginer que notre monde est peut-être sous l'emprise de quelque chose qui pourrait se jouer de nous. Et on peut imaginer que ces coups de fil de l'au-delà pourraient faire peut-être partie de ce jeu pour peut-être essayer de nous faire prendre conscience qu'il y a autre chose, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait. Enfin, c'est tout comme peut-être le phénomène OVNI ou poltergeist ou Alors, comment on peut voir? il faut revenir sur sur l'hypothèse, trickster, l'archétype du trickster, qui est connu en anthropologie, puisque il est présent dans, différents récits, de par le monde, différentes légendes. Nous, chez nous, on avait donc, Hermès, le dieu, gréco-romain qui était un messager, farceur, joueur, mais messager quand même. On l'appelait d'ailleurs le messager indéchiffrable, hein, et qui était chargé de communiquer donc, entre les dieux et les humains. Il allait même dans le monde des morts. Donc il avait beaucoup de caractéristiques, cet Hermès-là. Mais plus globalement, ce personnage un peu farceur, messager, et élusif, hein, très, très fuyant, finalement, ne se laisse pas attraper, qui peut prendre différentes formes, différents aspects, eh bien, il existe de par le monde, dans toutes les cultures. C'est en cela qu'on peut Oui, déjà, on peut le dans le voir comme domaine, Loki aussi oui, peut-être, voilà. Mmh mh. Mais il prend en Afrique d'autres aspects, mais on retrouve un peu tout le temps les mêmes caractéristiques. Et on l'a appelé en anthropologie le trickster, voilà, le farceur, le joueur, le fripon.
petit joueur de Mmh. tour. Cet aspect-là est important, il est central et Carl Jung avait dit: «Dans les phénomènes de type poltergeist, on a souvent ça. On a souvent cet aspect élusif, farceur et joueur, hein, et à la fois messager. Quelque chose semble s'exprimer. Il avait dit, donc, on est là dans le cadre du trickster. Et c'est un archétype pour les anthropologues. Et chez Carl Jung, c'est aussi c'est un archétype au sens, il fait partie de notre psyché, de la psyché humaine. Et donc, il disait que tout cela nous emmène sur la piste de l'âme. Qui dit archétype dit inconscient collectif, dit âme du monde chez Carl Jung et dit âme, tout simplement. Mmh. Et donc, tout ça, ça nous emmène sur la piste de l'âme. Et alors, il y a deux moyens ensuite de voir le problème. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est encore dans une piste totalement endogène, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qui créons ça, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre extérieur, mais lié à nous, parce que les phénomènes nous semblent nous connaître parfaitement. Ils connaissent également la vie des défunts. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à nous? Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien nos défunts, toujours? Est-ce que c'est donc l'âme des défunts? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre qui nous manipulerait, qui jouerait avec nous, qui tenterait de nous éveiller, un petit peu comme dans quelque chose d'initiatique? Voilà, c'est plusieurs aspects complètement différents, hein, plusieurs hypothèses différentes qu'on peut faire à partir du constat qu'effectivement ces phénomènes-là s'inscrivent dans un cadre narratif, celui du trickster, celui de l'apparition-disparition rapide. C'est quelque chose semble se montrer et se cacher en même temps, hein, puisque finalement on appelle toujours ça le paranormal ou l'inexpliqué, hein. On n'a toujours pas finalement beaucoup avancé sur l'explication de ces phénomènes. Donc on semble un peu, si vous voulez, un petit peu piétiner sur la piste explicative. Voilà, ça prend des dizaines, voire des centaines d'années à déchiffrer ça, véritablement. Oui, parce que là, on sait pas du tout, en fait, ce que veut ce trickster, en fait, en jouant avec nous. C'est-à-dire qu'il peut être, comme vous l'avez dit, il y a un côté un petit peu comique comme ça se joue de nous, mais en même temps, on peut imaginer qu'il est, porteur d'un message, qu'il a quelque chose à faire Bah, c'est le passer, mais qui problème reste. c'est le problème avec le trickster, c'est que, attention, même s'il y a une part de tromperie, la tromperie on ne sait pas où elle s'arrête. Et il y a quelque chose de vrai également. Donc, la forme peut être fausse et le fond peut être vrai. On a un cas typique dans les phénomènes des coups de fil qui pourrait refléter ça. Oui. C'était en 79, Scott Rogo qui en parlait. C'est une dame qui a rapporté un témoignage complètement étrange parce qu'elle avait reçu un appel de son fils apparemment décédé à San Francisco. Et dans le message, beaucoup de choses étaient justes et un ou deux éléments étaient complètement faux. Donc c'est en cela qu'on pourrait voir le trickster là, avec le juste et le vrai et le faux qui se côtoient. Et c'est pareil, d'un côté on pourrait se dire, bah tiens, finalement c'est pas les défunts dans la totalité des cas que j'ai recueillis. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas les défunts, mais le phénomène nous dit quelque chose peut-être sur l'après-vie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le trickster, le problème, c'est que c'est le messager indéchiffrable, hein, et donc il y a une part d'ambivalence permanente. Le vrai accompagne le faux en permanence, et donc on n'arrive pas non plus à tirer les marrons du feu, même en faisant l'hypothèse du trickster, hein. C'est-à-dire, on ne va pas jusqu'au bout et on n'arrivera pas à savoir Mmh. ce que cache le phénomène et ce que cache cette dimension trickster. Voilà. Parce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose d'autre, en fait, que les morts au téléphone. C'est Ouais. peut-être une entité qui imite les morts. Oui, mais ça Hem, ne veut pas dire que ce n'est pas en lien avec les défunts quand même. Si vraiment on prend, et je suis le premier à le dire, hein, je suis le premier à avancer l'hypothèse du trickster, hein, mais je le dis, attention, comme il y a une part d'ambivalence et de vrai et de faux avec le trickster, eh bien, même si c'est le trickster qui est à l'origine du message, ou qui fabrique les messages, ou qui fabrique le phénomène, ça ne veut pas dire que il n'y a pas qu'il y a pas une part de vrai dans ce qui est dit par le trickster. C'est-à-dire que peut-être effectivement d'autres défunts, d'une manière ou d'une autre, ont survécu à la mort. L'hypothèse du trickster ne suffit pas à éliminer une autre hypothèse. Voilà. et il y a quelque chose qui est intéressant également, c'est que, là, on voit bien qu'il y a des informations, en fait, qui sont, parfois un peu, étranges. Comme tout à l'heure, vous parliez de Cindy et puis d'un coup, bon, Mmh, c'était le nom de votre chien et en même temps, c'est le nom d'une autre personne. mmh. C'est comme si, en fait, à un moment donné, ces informations-là se mélangeaient. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte de bug, en fait, peut-être. Enfin, je Oui, et est-ce oui. qu'on peut. J'ai un cas comme ça qui pourrait faire écho. Ouais. Alors il y en a 60 hein, dans mon livre, mais j'ai quelques cas quand même qui font écho à cette dimension un peu ricochet d'informations. C'est un peu ça que vous pensiez là. C'est un peu à ça que vous pensiez. Beh, moi, en fait, j'en arrivais à essayer d'imaginer si ce trickster n'était pas lié à ce qu'on appelle la théorie de la simulation.
vous savez? Oui, c'est très intéressant, c'est très, très intéressant et je réfléchis dessus, actuellement. C'est marrant que vous m'en parliez. Par exemple que, je Mmh. sais pas, que ce trickster serait en fait une espèce quelque chose D'administrateur, qui a créé en fait la simulation dans laquelle on est. mmh mh. Alors, ce serait pas pour nous contrôler, mais pour jouer avec nous, observer nos réactions et Ouais. pourquoi pas Mmh. provoquer en fait notre réveil de cette Oui, simulation. oui, 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 c'est une hypothèse que je formule aussi. Alors, je sais pas, voilà, c'est une hypothèse que je formule aussi, pas dans des coups de fil, mais, oui, que je travaille en ce moment dessus, moi, personnellement, effectivement. C'est une dimension initiatique, on va dire, hein. Une dimension Mmh. initiatique, un petit peu comme, des biologistes testeraient des animaux, hein, en Exactement. faisant des expériences, avec. Oui, bien sûr, c'est à ça que je pense également. Mais si vous voulez, mais là, si on fait ça, si on fait cette hypothèse-là, c'est parce qu'on raisonne un petit peu toutes choses égales par ailleurs et on oublie tout le reste des phénomènes paranormaux. On Oui, oublie, oui. par exemple, qu'il y a des cas d'enfants supposés des cas supposés, pardon, d'enfants qui se rappellent de vies, précédentes. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme phénomènes paranormaux qui nous mettent les cas d'expérience de mort imminente, tout simplement. D'accord? Donc, les Ouais, enfants supposés, les cas de réincarnation, les expériences de mort imminente, des choses comme ça. C'est compliqué de faire des quoique théories on pourrait bulldozer. peut-être les mais peut-être qu'on pourrait même les lier parce que pourquoi pas imaginer que des fois certaines personnes sont peut-être remises dans le système, sans avoir été «formatées» entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Et qui conservent des données en fait, Il faudrait ouais. nous imaginer tels des avatars, peut-être, Mmh. hein, peut-être, au sens, voilà et c'est vrai que ça nous Et fait un petit peu, et que ça l'âme en fait, que notre esprit, que l'âme en fait est mmh. transférée comme ça à chaque fois, Alors on peut imaginer ça, hein, mais je suis pas sûr que ça résolve toutes les questions non plus. ah non, Pour c'est dire, sûr. franchement, je suis pas sûr que ça résolve toutes, on utilise juste un autre vocabulaire, un vocabulaire un peu plus, moderne, peut-être, qui correspond plus à notre époque, mais je suis pas sûr que ça résolve tous les problèmes puisqu'après il y a des problèmes de libre arbitre, hypothèse de la conscience. Est-ce que la conscience est un produit de la simulation ou au contraire, la conscience a produit la simulation? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions un petit peu philosophiques qu'on peut se poser. Après, ça résout pas totalement tout. Moi, je sais que j'ai à Mmh. un moment donné, c'était l'an dernier, j'ai beaucoup réfléchi à ça et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait simplement renouvelé le vocabulaire, mais que finalement, on avait toujours autant de doutes sur à peu près toutes les questions, existentielles, qu'on formule déjà avec l'ancien vocabulaire, c'est-à-dire un vocabulaire un peu plus, spirituel avec, ou new age entre guillemets. Même si c'est passionnant, même si c'est vraiment, passionnant, considérer qu'on est dans une simulation et cetera et que d'ailleurs à bien des as sur bien des aspects, on peut considérer qu'on est, effectivement dans une simulation. Moi, j'ai tendance à penser parfois que peut-être on est dans un rêve, dans un tout psychique. Parce que, par exemple, on a dans le cas des coups de fil, par exemple, des quelques cas qui se sont produits alors que le téléphone était cassé, éteint. Que donc, le phénomène semble se produire, non pas de manière technologique, hein, via la technologie des téléphones, mais plus de manière symbolique. C'est-à-dire, Exactement. Parce que voilà, là, plus de manière physiquement, le symbolique. téléphone n'est pas capable Voilà, de prendre un appel, donc comment voilà. ça fonctionne? De Oui. même qu'on a des cas où, on a des coïncidences, des synchronicités. Je vous en ai parlé, tout à l'heure, je vous ai parlé tout à l'heure de la coïncidence du texto. Eh bien, on a des Mmh. cas où on a des coïncidences, donc là aussi on se dit: «Tiens, est-ce qu'on serait pas dans un rêve, dans un tout psychique finalement?» Et c'est vrai que c'est tentant, hein, de penser comme ça. Ouais, parce que moi, je sais que dès que j'ai lu, en fait, Phénomène, j'étais déjà passionné par la théorie de la simulation, j'avais déjà lu quelques trucs Mmh mh. avant et avec le livre Phénomène, je me suis dit: «Mais là, il y a vraiment quelque chose, en fait». Cette idée du trickster qu'on pourrait peut-être voir comme une sorte de bug, mais qui serait peut-être volontaire par quelque chose, en fait, Oui, on peut qui voir tenterait de nous un administrateur de la qui simulation qui de temps en temps introduit quelque chose de nouveau dedans ou voilà et c'est vrai que ouais, c'est ça soit ça pour fait nous penser à ça. observer, soit pour essayer de nous éveiller et de nous dire: Attention, vous êtes dans quelque chose, essayez de». Vous voyez? Comme quelqu'un en fait qui chercherait à nous aider. Vous Oui, voyez? oui, oui. Je Oui, peut-être, oui, pourquoi pas, je ou sais pas. Soit on s'amuse nous avec éveiller. voilà, Mais soit on j'ai s'amuse l'impression avec nous, soit on essaie de nous éveiller, ouais. Mmh. ouais, mais j'ai l'impression que ces phénomènes s'adressent, donc, à nous de 2 manières différentes. D'une part, aux témoins qui vont le prendre, littéralement au premier degré. Ça veut même pas dire qu'ils ont tort, hein, s'ils pensent que c'est leur défunt, ça se trouve, c'est vrai. Il y a un deuxième aspect, c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est, j'ai l'impression que le phénomène s'adresse aussi aux chercheurs et aux passionnés, on va dire, hein, qui comme vous Mmh. essayent, de voir un peu plus loin. Et donc, voilà, il y a une double dimension, dans ces phénomènes et je dois dire que bien que les chercheurs arrivent à mettre des mots, tout à l'heure on a mis le mot trickster dessus et c'est pas faux. En tout cas en termes de le cadre narratif est vraiment celui du trickster. Bien qu'on mette des mots, on n'est pas non plus,
tout proche de la solution globale à ces phénomènes. Voilà, on n'est pas non plus Mmh. et que ça va et que la solution passe nécessairement par la, la remise en question de la nature de notre réalité. Il me semble que Ouais, c'est on ne fera pas l'économie de ça, c'est-à-dire il faut reconsidérer la nature de notre réalité. Alors soit on va considérer qu'on est dans une simulation, il y a des personnes, des grands scientifiques qui le pensent, hein. Soit mmh. on va penser qu'on est dans un tout psychique. Alors c'est-à-dire on va passer au mode idéaliste, au sens philosophique du terme. Donc il y a des grands philosophes qui l'ont dit. Il y a la pensée de l'Advaita Vedanta en Inde qui le dit, par exemple. Mais il va falloir effectivement revoir la nature de notre réalité complètement. Et ça, vous pensez on est un peu sur le chemin justement de cette réponse? Qu'est-ce qui avance à ce sujet-là, aujourd'hui? Il y a 2 avancées. Il y a l'avancée de la physique quantique, je pense, qui n'en a pas fini, hein, qui ne s'arrêtera, qui n'est pas arrêtée. Les Mmh mh. découvertes, sont encore à venir et il y a, ben, les chercheurs un petit peu comme nous qui sommes en marge, de la recherche officielle, hein, la recherche sur l'inexpliqué, les phénomènes paranormaux ou le phénomène OVNI. Moi, je pense que les 2 sont liés, hein, paranormal et OVNI, personnellement, je pense qu'ils sont liés. Voilà, il y a ces 2 avancées-là et qui vont à un moment donné, se rejoindre de plus en plus, voilà et qui vont, peut-être déboucher sur un nouveau paradigme. Parce que pour l'instant, on est dans le paradigme matérialisme, hein, du Mmh. matérialisme, pardon, celui qui veut que la conscience soit le produit, ben, de la matière et donc et qu'elle se limite donc au cerveau. Si on prend ce paradigme-là, eh bien, effectivement, tout ce qui est paranormal et inexpliqué ne peut pas se produire, de toute manière. Et Mmh. pourtant, on a des enregistrements, on a ces faits-là, on a ces phénomènes-là qui sont décrits depuis longtemps. Et vous échangez d'ailleurs avec des scientifiques à ce sujet? Est-ce qu'on vous a déjà contacté justement peut-être à la sortie d'un de vos livres en je sais pas, est-ce Oui, mais de manière non officielle. De manière non d'accord. officielle, j'ai des discussions passionnantes avec des personnes, qui ont fait des grandes études, dans le domaine des sciences dures et Mmh mh. qui ont compris qu'effectivement ou parce qu'ils l'ont vécu également, que ces phénomènes-là, existent. Il s'interroge également sur la nature de notre réalité et voilà, mais de manière non officielle, pour moi, hein, en ce qui me concerne. Pour l'instant, c'est vrai qu'en ce qui concerne la nature de notre réalité, il y a 2 aspects, hein, l'aspect tout psychique ou l'aspect simulation. L'aspect simulation est tout récent, enfin bien que bon, ça fait 25 ans qu'on en parle parce qu'avec, le film Matrix pardon, mais, on a eu, quelques livres américains, récemment, qui ont eu du succès, hein, qui présentent, qui ont des Ouais, arguments pour dire qu'on est dans qu'on vit dans une simulation. Il y a même Elon Musk qui, à un moment donné, avait fait, une sortie en disant qu'il était à peu près certain que nous vivions dans une simulation. Donc il y a ces 2 voilà, il y a ces 2 pistes-là pour, reconsidérer la nature de notre réalité et la faire coïncider avec, la survenue de ces phénomènes. C'est vrai que si on mmh. considère qu'on est dans un tout psychique, alors, les coïncidences, et cetera, et ces phénomènes très étranges, très bizarres, plus étranges qu'encore qu'on peut le penser de prime abord, eh ben, peuvent s'expliquer ou alors si on est dans une simulation également. On peut avoir des pistes d'explication. Parce que du coup, tout à l'heure, vous parlez de Jung, mais je crois que c'était Descartes aussi, hein, qui, imaginait qu'il y avait peut-être une sorte de petit génie, en fait, qui Mmh. manipulait comme ça ses perceptions, et qui le faisait vivre dans une sorte d'illusion. Enfin, Oui, je trouve que ça remonte à loin, en fait, cette idée oui, de pas forcément vivre dans bah, même l'environnement que l'on oui, croit. oui, oui, mais même, bah, ça remonte à Platon, hein, chez nous en Ah oui, Occident, ça avec remonte à la Platon avec, la caverne, théorie de la caverne, voilà. mmh Le mh. philosophe, seul le philosophe voit la réalité telle qu'elle est, les autres voient des ombres. Hem, mais donc le doute sur la nature de notre réalité date d'il y a très, très, très longtemps. Mmh. Et il a été, au XXe siècle, c'est bien, il a été un petit peu, réanimé par, toutes les par les pionniers de la physique quantique, qui ont montré que finalement peut-être, dans une certaine interprétation, eh bien, de la physique quantique, eh bien, la conscience de l'observateur semblait jouer un rôle sur ce qui était observé. Donc ça voudrait dire qu'on est dans un tout psychique. Je crois que c'est Niels Bohr qui le disait, John Wheeler aussi. Les, personnes qui bossent sur les phénomènes dits paranormaux, ou sur l'inexpliqué le disent aussi, ça ne peut pas, se produire, ces phénomènes-là ne peuvent pas se produire de toute façon, si, on ne repense pas totalement la nature de notre réalité. Et c'est vrai que moi, la théorie de la simulation, elle me plaît sur plein d'aspects, hein. Par exemple, on peut réciter le cas le cas paranormal de l'autostoppeuse fantôme,
Oui. Vous voyez à quoi je fais allusion? C'est toujours un peu Mmh. le même scénario d'ailleurs. C'est pour ça que ça me fait on a Oui, l'impression sur d'un la bug. dame blanche, Ouais, on a ouais, l'impression qui est d'un dans ces cas-là, on a l'impression d'un bug et j'utilise le mot bug justement en en écho oui, avec la comme théorie de la simulation, hein, puisque la théorie quelque de la chose qui tourne simulation en boucle, ouais. ouais, Mmh. voilà, la théorie de la simulation, je le dis pour les auditeurs, hein, elle fait allusion à un tout informatique, à un tout informationnel et on a l'impression dans certains phénomènes paranormaux et notamment dans l'autostoppeuse fantôme, que c'est toujours le même scénario qui revient et on a l'impression d'un bug en vérité, comme d'un bug informatique qui revient. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette piste de la simulation est très, très intéressante, vraiment. Ouais, J'aimerais bien travailler un peu plus précisément dessus, mais encore une fois, je l'ai fait, hein, je l'ai fait, je l'ai fait vraiment et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais finalement ça répond pas non plus à toutes nos questions» et puis encore une fois, même quand on prend un nouveau paradigme eh bien ça au contraire, ça ouvre de nouvelles questions, c'est vraiment abyssal quand on y beh, réfléchit. c'est ça en fait, c'est qu'il y a jamais de fin. C'est, plus on avance et plus il y a de questionnements et ça en finit jamais. Mmh. Mais moi je pense vraiment, enfin quand j'ai lu Phénomène, je me suis dit: «Là, il touche vraiment quelque chose, il y a» je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à explorer quoi et effectivement, ce trickster, moi je me demande si quelque part il était pas en train d'essayer de nous dire, mais que tout ce que l'on croit être réel n'est qu'une construction mentale en fait, est-ce Oui, alors, que bah, c'est la conclusion, hein, c'est la conclusion parce ouais on avait sous-titré le livre d'ailleurs «Et si toute notre réalité était un rêve?» toute notre et réalité était voilà. un rêve, au sens, dans l'Advaita Vedanta, ils disent même: «On est plutôt rêvé que rêveur», hein, parce il suffira pas seulement de se dire qu'on est en train de rêver, pour, se réveiller justement, hein. Donc on est plutôt rêvé que rêveur. Rêvé par quoi? Eh bien, peut-être par l'âme du monde, hein, tout simplement, ou par Dieu, appelons ça, comme on veut. Donc il suffit pas seulement de se dire qu'on est dans un rêve pour se réveiller. Peut-être qu'à notre mort, on se réveille d'ailleurs, hein. On peut Oui, formuler cette hypothèse. exactement, On peut formuler cette exactement. hypothèse. Mais moi, de par la nature un peu très, très étrange de mon expérience avec, les coups de fil, eh bien, je me dis je me pose la question sur la nature de notre réalité, voilà, tout de suite en 2004-2005, je me suis posé cette question. Donc je me disais tout de suite: «Même l'hypothèse des défunts ne suffit pas à elle seule». Je dis pas que c'est jamais le cas, je dis qu'elle ne suffit pas à elle seule, voilà. Je dis que c'est encore plus étrange, les téléphones des fois sont utilisés de manière symbolique plus que technologique. Moi, j'avais vécu une synchronicité. Je pourrais signaler aussi une autre caractéristique du phénomène là maintenant, parfois les gens reçoivent un message sur le répondeur ou par texto et puis après 1 ou 2 consultations, il va s'effacer comme par magie tout seul. On a des fois des caractéristiques qui nous font douter de la nature de notre réalité tout entière. C'est lié en fait, c'est lié, Et voilà. et d'ailleurs, il y a même une autre, u comment dire? Une autre facette de ce phénomène, c'est que parfois on a l'impression qu'elle sait les choses à l'avance. Comme par exemple, vous mentionnez qui est arrivé, à ce célèbre, écrivain, Dean Koontz, Mmh mh. qui lui a carrément reçu en fait une sorte de message pour l'avertir de quelque chose qui allait arriver en fait dans le futur et il s'en est aperçu quand il a retrouvé son père en fait, vous connaissez l'histoire, hein, Mmh, mmh mh. où en fait il Oui, reçoit oui, un oui. message ouais. Donc c'est un célèbre auteur Dean Koontz, hein, Mmh mh. Qui a un écrit Chasse à célèbre auteur mort notamment, ouais. qui n'a jamais utilisé ça dans un oui, c'est vrai, il est décédé il y a quelque temps, hein, c'est ça? Il y Bah, a il a 1 an, 2 ans? il a non, non, il en a parlé dans Mister Murder justement de cette Ah histoire. d'accord, Il OK. l'a ouais, OK. dans son bouquin Mister Murder, ouais. Il me semble par ailleurs je croyais OK, je croyais que vous faisiez allusion au fait qu'il était décédé. Il me semble par ailleurs, je vais vérifier, qu'il est décédé il y a pas longtemps. Non, je crois pas qu'il Non? soit décédé, non, non, il est pas mort, hein, Dean Koontz, il est toujours là. OK, autant pour moi alors. Ouais, 79 ans, autant pour moi, je dois confondre. Donc il en a parlé dans une revue de psychologie, je crois, de ce cas également. Donc il disait donc, qu'il avait été prévenu par téléphone, par une voix disant, qui le mettait en garde devant un danger à venir et effectivement le lendemain, en allant, rendre visite, je crois à son père, heu C'est ça. à la maison de retraite, celui-ci a perdu la tête, il avait un couteau et il a été mis, en danger d'une part par son père, mais surtout par l'arrivée des policiers qui sont arrivés sur les lieux et qui, ont cru qu'il était, lui-même, quand il a pris le couteau de son père, qu'il l'avait dans la main et qu'il était lui-même, responsable de ce qui se passait à ce moment-là dans la maison de retraite et donc il avait été mis en joue par les policiers et donc il s'était, remémoré ensuite, cet appel étrange, avec la voix de sa mère, qui lui disait en quelques mots donc, de prendre garde, Ouais, de faire attention, ouais. de Ouais, faire ouais. attention, de prendre garde et effectivement, donc ça le phénomène a semblé, le prévenir d'un danger, mais j'ai d'autres cas comme ça dans le livre
où le phénomène semble prévenir d'un danger. Je dis semble parce que, en tous les cas, le phénomène sait qu'il va se passer quelque chose. Est-ce qu'il prévient d'un danger réellement? Est-ce que le danger est avéré? Je ne sais pas. Je donne un exemple. C'est un Canadien qui va pour se faire opérer du cœur. Donc c'est une chirurgie assez lourde. La veille, donc ça se passe plutôt à 300-400 km de chez lui. La veille ou l'avant-veille, il dort dans un motel. Il reçoit un appel dans sa chambre d'hôtel alors que personne ne sait qu'il est là. Il est là d'ailleurs avec une infirmière qui l'accompagne. Il reçoit un appel. Au bout du fil, un vieux copain à lui, mais qui était décédé, et qui lui dit ne te fais pas opérer demain, c'est dangereux, ne te fais pas opérer. Donc il est vachement mis en garde, vachement surpris par cet appel impossible, hein, puisque personne ne savait qu'il était là. Donc il va quand même à l'hôpital pour se faire opérer. Une fois dans la chambre d'hôpital, on l'informe qu'il ne sera pas opéré parce que le chirurgien qui devait pratiquer cette opération a eu plusieurs ratés auparavant. Il y a un problème avec ce chirurgien-là, donc Ah ouais. l'opération est renouvelée. Et effectivement, il y a eu des décès à cause de ce chirurgien-là dans les opérations précédentes. Il y avait un danger réel. Il y avait un danger, oui, mais est-ce que l'opération se serait produite? Non. Donc, Mmh. mais il a quand même été mis en garde d'un danger à venir, d'un danger potentiel à venir. C'est difficile, hein. Les mots ne nous suffisent pas pour vraiment caractériser vraiment toutes les dimensions du phénomène et de la situation. Ouais, c'est troublant, hein, c'est Mmh. Donc tout à on fait. a ce cas-là, on a ce cas de figure-là aussi autour de ce phénomène. Si on quitte justement, toute cette idée de théorie de la simulation et cetera et qu'on revient d'un point de vue rationnel, est-ce qu'on peut expliquer ces appels? Est-ce que vous avez cherché de ce côté-là? Par exemple, j'en sais rien moi, envisager par exemple des hallucinations auditives, des gens est-ce qu'on peut imaginer que parfois il y a je sais pas, on peut quand même rationaliser tout ça ou pas? On peut tenter des explications, prosaïques, c'est-à-dire simples, rationnelles. Dans quelques cas, le problème, c'est de prendre toutes les caractéristiques du cas, d'un témoignage. Et quand on voit la somme des anomalies, Ouais. ben, on se dit, «OK, ce truc-là, je peux l'expliquer par une coïncidence, une, par un canular ou par une méprise». Mais comme il y a d'autres caractéristiques qui accompagnent ce qu'a vécu la personne et qui sont, hem, je dirais typiques du phénomène, alors ça nous fait quand même, mettre en doute notre scepticisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous dire: «Mais, Mmh. là, il y a trop d'anomalies qui se juxtaposent», des anomalies, que seuls les chercheurs connaissent d'ailleurs souvent, et vraiment, on se dit: «Bon, ben, là, c'est difficile là». Par exemple, on peut se dire: «Tiens, là, c'est un canular ou c'est une méprise», mais en même temps, c'est-à-dire que c'était pas la voix de son défunt, mais il a cru que c'était la voix de son défunt. Mais comme il y a d'autres caractéristiques que la personne va mentionner et qui sont, typiques du phénomène, là, on se dit: «Non, il y a peut-être quelque chose d'autre, c'est vraiment peut-être paranormal là». Voilà comment qu'on raisonne, enfin, quand on est chercheur. Et moi j'avais encore, une question. Mmh Est-ce mh. qu'on a, par exemple, trouvé des endroits qui favorisent ce genre de phénomène? Par exemple, est-ce que ça se passe n'importe où? Aux États-Unis, en France, je veux dire dans des villes différentes, des régions différentes? Ou est-ce que ça reste concentré dans des endroits bien particuliers? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le lieu, semble Mmh. favoriser ça ou pas? Non, pas vraiment, pas D'accord. vraiment. Alors ça, le domicile, hein, semble favoriser ça, Mais on n'a pas et plus de encore, quoi. plus une région qu'une autre, on n'a pas Non, plus parce un on manque de recherche en vérité. On manque de d'accord, recherche sur ce phénomène. Alors, je vous l'ai dit, hein, on a des cas en Angleterre, moi j'ai des cas en France, il y a eu des cas en Italie, dans les années ouais. 80 qui avaient été recueillis. On a des cas bien sûr aux États-Unis. Actuellement, on a des chercheurs qui bossent dessus, dans la région, États-Unis-Canada. On a des cas surtout là où on a des chercheurs, j'ai envie de dire. Il n'est pas possible de dire non plus que ça se produit pas ailleurs. Mais pour ce qu'il y est au niveau du allez, un petit peu plus micro, rapproché, ça peut se produire, on s'en est rendu compte au domicile, mais aussi à l'extérieur, là où vous êtes de passage, et bien, le téléphone peut se mettre à sonner. Bon, ben, c'est compliqué, et des fois, ça se produit non pas, même si le phénomène vous est destiné à vous, bah, ça va se produire chez le voisin, et on a eu des cas comme ça. Ouais, comme si des fois ça visait pas juste quoi, il y avait C'est un Oui et petit non, parce raté, que si on formule l'hypothèse que c'est les personnes vivantes qui co-créent le phénomène, alors ça peut se comprendre finalement. Pourquoi le message m'était destiné à moi et pourquoi il s'est déposé sur le répondeur de ma voisine? Eh bien, peut-être parce que c'est ma voisine qui est, entre les guillemets, «canal» ou médium. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, oui, Qui, d'accord. co-crée le phénomène, qui crée le phénomène.
C'est pour ça que ça s'est déposé chez elle et pas chez moi. Bien que sur son répondeur, c'est bien la voix de mon proche décédé la semaine dernière et que le message s'adresse à moi. Donc c'est peut-être une piste explicative. Mmh. Et pour, justement pour ces appels et autres, est-ce que c'est toujours une technologie en particulier? Ou est-ce que par exemple parce que là on parlait tout à l'heure de 2004, hein, Mmh. pour vous, donc c'était téléphone fixe et donc téléphone portable. Mais Mmh. est-ce que par exemple aujourd'hui on a le même cas avec par exemple des emails, avec WhatsApp? Vous voyez avec On a on va eu, dire des on a eu. modernes? Moi, j'avais recueilli un cas avec Messenger, quelques mots écrits de manière inexplicable par un proche décédé. On a un cas célèbre aux États-Unis avec Jack Froese, ça s'était produit par mail. Il semblait, depuis l'au-delà, je dis bien il semblait, contacter des proches de sa famille Mmh euh, mh. par mail. Quelques cas qui avaient d'ailleurs été recueillis dans la presse, ça avait fait un petit peu sensation. On a aussi Ouais. sur les téléphones des fois des personnes qui voient, suite à un décès, leur photo de fond d'écran de leur téléphone portable qui va changer et qui va faire apparaître ce proche décédé, par exemple. Ou alors un symbole, par exemple un cœur, quelque chose d'inexplicable en fait. C'est même Mmh. parfois pour des bonhommes, hein, pour des hommes hein, qui constatent ça juste après le décès, sur leur fond d'écran a changé d'une manière inexplicable parce qu'il change jamais finalement. Et là, Ouais, il ouais. change, il prend une photo qui a un lien avec le défunt. Il y a une connotation, il y a une signification, il y a un symbolisme qui rappelle effectivement le défunt. Et on a des choses comme ça, de manière, voilà, c'est un peu plus subtil, vous me direz. On pourrait toujours penser que voilà, c'est un bug technique, un bug, Oui, qu'il y a eu un bug, voilà. effectivement, ouais. Mais des fois, c'est comme c'est suite au décès, quelques jours après le décès, ça pose question. Et ça peut Mmh. s'inscrire, moi je dis, potentiellement dans le phénomène. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va quand même réussir au fur et à mesure à peut-être, avancer là-dedans? Est-ce que ça va intéresser de plus en plus de monde, de chercheurs peut-être et réussir à un moment donné à C'est ce que je obtenir, souhaite, hein, parce que, d'une part, il faut recueillir un maximum de cas. Il faut mmh mh. ensuite faire des recoupements de caractéristiques et on va voir qu'il y a des caractéristiques qui reviennent sans cesse, qui sont typiques du phénomène. Et Mmh. après, il faut réfléchir à plusieurs. Je pense que les phénomènes inexpliqués, c'est comme si, ce qui se trame derrière et faisait en sorte qu'on cherche, en vérité. C'est comme si, c'était, initiatique, en fait. Oui. Et qu'on devait faire notre part de dévoilement, hein, dans le travail de dévoilement. Et donc il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à chercher et à faire des recoupements, hein, et à essayer de comprendre. Et je pense que c'est sur du très long terme, mais que ça fait partie, d'un éveil ou d'un réveil. Et peut-être qu'on arrivera à comprendre, exactement ce qu'est notre réalité. Après ça, est-ce que vous pensez peut-être qu'un jour on va je sais pas si on trouve est-ce qu'on essaie pas de nous montrer, peut-être la clé pour sortir de ça? Pourquoi pas? D'arriver dans notre vraie réalité, Ouais, mais c'est initiatique, c'est progressif, en fait. S'il y a quelque chose d'exogène à tout ça, si ça ne vient pas que de nous, mais ça reste quand même, de notre responsabilité de le dévoiler et de notre travail. et ça, il y a jamais eu moyen, par exemple, de le tester justement, par exemple, je sais pas, de tenter de faire des expériences pour provoquer ces appels, pour provoquer en fait, vous Bah, voyez ce que je veux dire? dans Essayer de voir s'il y a pas une réaction en fait à Si, il y a eu des tentatives avec le domaine de la TCI, de la transcommunication instrumentale, mais là, vous avez donc ouais. une démarche volontaire, hein, ce qui n'est pas le cas des coups de fil. Dans les coups de fil, c'est spontané et les personnes qui ont vécu le phénomène ne savaient même pas que ça existait. Eh bien, ces personnes qui sont qui font des tentatives dans la TCI, alors c'est plutôt léger comme résultat parce que souvent, il faut prêter l'oreille pour bien reconnaître la voix, ou entendre des mots. En France, on a, l'IFRES qui fait, une TCI très moderne, puisqu'on a des apparitions, de photos de défunts sur un matériel informatique Ah oui, les visages là, avec de la mmh, brume et cetera. C'est très complexe, mais mmh. Oui, ça avait on été a fait à Fougeray, je crois, hein, il me semble, ouais, ils ont fait plusieurs choses dans le et on a des là aussi, on a un phénomène qui est très étrange, très, très, très étrange et qui laisse quelques traces objectives, mais ça reste, je dirais très évasif encore une fois, hein, très, c'est en termes d'explication, en termes d'hypothèses, on est là aussi sur plusieurs pistes. Est-ce que c'est nous qui co-créons ça, qui faisons ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus exogène? Et si c'est mmh. quelque chose d'exogène, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des défunts? Alors pourquoi ils font que ça? Pourquoi ils en font pas plus? Ou est-ce que c'est Oui. voilà, on est toujours sur les mêmes explications, enfin sur les mêmes interrogations, pardon. Oui, parce que ça semble très limité en fait, c'est ça qui est particulier. Ce sont des coups de fil, mais bon, je veux dire, il y a
pas plus que ça. C'est, Moi, je suis le premier à poser des questions. Tout à l'heure, je posais des questions du style, pourquoi ça t'est arrivé à moi et pourquoi ça n'arrive pas à des personnes qui vivent des deuils beaucoup plus graves et beaucoup plus, oui, heu puis pourquoi ça se sert pas, de l'énergie que c'est en train de dégager pour passer l'appel, pour dire quelque chose d'un peu plus intéressant bien que sûr, d'entendre bien juste sûr, des bien sûr, rires bien ou sûr, un bien c'est sûr, ça bien qui sûr. est C'est bien sûr, donc voilà, heu, voilà, il y aurait tellement de choses à dire à l'humanité pour l'aider. Il y a mmh, tellement de cas où ça pourrait, le phénomène pourrait intervenir, pour être, heu, aller un peu plus, pour dire le fond de ma pensée, je suis stupéfait de lire dans des faits divers que telle personne, est restée bloquée dans un endroit et finalement, dans une maison où, ouais, elle est morte de faim. Vous voyez? mmh, Il y a eu plusieurs cas comme ça qui sont, je ne vais oui, pas rentrer dans les détails, et je me dis: «Mais le phénomène aurait pu se déclencher avec les téléphones et on aurait pu sauver la personne». Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr. Ça lui aurait évité des morts, une mort atroce. Donc on a des interrogations comme ça complètement légitimes sur le phénomène, et d'un certain aspect, on pourrait se dire, «Ah bah tiens, comme le phénomène ne se déclenche pas quand on en a vraiment besoin, on pourrait se dire que tout le phénomène est bidon et qu'il n'existe pas». Bah, c'est pas le cas. Je suis là pour vous dire que le phénomène est réel, objectif, même si j'ai pas toutes les réponses, et effectivement donc quand on s'intéresse vraiment à ces questions, à ces sujets-là, on Mmh. arrive à des paradoxes, on arrive à des contradictions quand on tente des hypothèses, quand on tente d'apporter une solution, eh bien, on arrive quand même tôt ou tard à une forme de contradiction où on se dit: «Tiens, ça ne suffit pas». Voilà, cette explication-là ne suffit pas à elle seule, voilà, c'est Mmh. mystérieux et ça reste mystérieux même pour les chercheurs. Bon, et ben, Plus écoutez, on bon, en bah, sait plus on en sait, j'ai envie de dire très honnêtement, hein, plus on en sait et moins on en sait. Voilà, bizarrement, oui. Mmh. voilà. On est que sur des hypothèses. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène est réel, qu'il prend des dimensions complètement folles. Il est possible aussi qu'il y ait plusieurs explications qui soient valables selon les cas, et je pense que d'ailleurs ce qui compte surtout pour notre époque et pour notre, travail de chercheur, ben, c'est de rappeler ces cas-là, de les montrer. C'est pour ça que j'en ai mis 60 dans le livre, parce que finalement les hypothèses se suivent, heu, mais les cas restent. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mmh. que ce qui intéressera finalement les futurs chercheurs, c'est moins nos réflexions, théoriques que les cas eux-mêmes. Donc c'est important de les mettre à jour et de les archiver. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je reste vraiment fasciné par cette idée du trickster et depuis, votre livre Phénomène, vraiment, c'est, quelque chose qui ne me quitte pas Ouais, et j'ai mais vraiment envie, ouais, de savoir mmh, s'il essaie de nous montrer qu'en fait, notre monde, bah, c'est qu'un décor de théâtre. Est-ce que moi je pense que oui, hein. Me mmh, concernant, je pense que oui. Alors c'est un théâtre terrible, hein, tragique même. Mmh, quand on regarde les faits divers, quand on regarde l'actualité, quand on regarde même notre bien vie sûr. personnelle, Mmh. parfois c'est terrible, et il faut une certaine, part de folie pour ne pas s'en rendre compte, je pense. Hem Et bon, cette part de folie nous aide à vivre aussi, hein, donc mais heu Bien sûr. je pense qu'effectivement, on est sur un théâtre, en fait. Est-ce que la question est de savoir si à notre mort on s'en rend compte et on se réveille finalement, ça je ne le sais pas. Mais est-ce qu'à un moment donné on voit un peu plus clairement? On devient un peu plus lucide? Je ne sais pas. Mais ces phénomènes nous montrent ça, pour moi. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment pour nous montrer que tout ce que l'on voit n'est pas forcément, la réalité, en fait. Il y a vraiment quelque chose d'autre derrière ça et là, c'est peut-être que le trickster, enfin, en tout cas, nous essaie de nous montrer des failles dans ce décor qui nous est présenté Bah, et peut-être de toute façon, le trickster dans les contes et légendes du monde entier remet en question à chaque fois, les certitudes et l'ordre social aussi, ou les idées reçues, voilà, les certitudes. C'est son but aussi. ouais. Enfin, c'est le rôle narratif du trickster, c'est souvent ça. C'est remettre en question, toutes les certitudes, tout l'ordre social aussi. Il est très transgressif en fait le trickster, voilà. Ouais, après, reste à savoir quelle est exactement L'origine du la nat trickster.
Voilà. Ouais, sa nature, en fait. Qu'est-ce que Mmh, c'est? mmh Est-ce mh. qu'on Mmh on mh. vit alors peut-être, je sais pas, une sorte de rêve imbriqué dans un autre Mmh mh. rêve et qu'on Mmh a mh, quelque mmh mh. chose, une entité qui se joue de nous? Parce que tout à l'heure, on a enregistré une émission avec, Mike Aldébaran qui nous disait que c'était peut-être quelque chose du bas astral, en fait, le trickster. Heu, Ouais, mais alors c'est quelque chose qui est en nous aussi, ne pas l'oublier. C'est quelque chose qui est en nous et qui a un accès direct à toute la réalité, puisqu'il est capable d'agir sur nos téléphones, nos objets et cetera. Bah, c'est pour ça que moi C'est j'aime bien l'idée d'une sorte de programme qui a créé, en fait, les lignes de code qui régit notre, réalité, en fait. Là, si on reste vraiment dans la simulation pure, quoi. Ouais, dans la Mmh. simulation pure, ouais. Il resterait à savoir comment la simulation a réussi à produire, la conscience et des consciences individuelles notamment. Des consciences individuelles, parce que nous jusqu'à preuve du contraire, nous avons une conscience et nous avons des consciences même individuelles. C'est une autre question qui est posée, hein. Quand on prend la piste de la simulation, c'est une question à laquelle on arrive, OK, la simulation, mais qu'est-ce qui a créé la simulation aussi déjà? Oui, c'est ça, c'est Hein? ça. Qu'est-ce qui a créé la simulation et la simulation, a-t-elle créé la conscience? Si oui, comment? Ouais, oui, exactement et puis même, notre créateur, a-t-il lui-même un autre créateur? C'est-à-dire qu'on peut très bien être une simulation d'une simulation, elle-même dans une simulation. En fait, on n'en finit jamais, on n'aura jamais de C'est ça, c'est c'est ça, ouais, c'est ça. Même si c'est assez passionnant. vertigineux, ouais. Mmh. Il me semble que la l'hypothèse de la simulation, hem, renouvelle le vocabulaire, mais elle répond pas à toutes les questions, voire même elle en pose, d ouais, voilà, ou elle reformule les questions, elle change le vocabulaire, mais elle répond pas, en vérité. Mmh. C'est ça le problème. Elle est Ouais, ouais. fascinante, hein, elle est plaisante, fascinante, mais Et ben, en tout cas, merci beaucoup. On est arrivé, je pense, on a fait plus d'1 heure là, hein. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de votre temps. bah, non, je trouve que c'était passionnant. En tous les cas, c'était un bel échange et puis, Mais voilà mmh, et vraiment moi je voulais parler avec vous parce que à chaque fois voilà, je me disais: «Mais parlez-lui de la simulation, emmenez-le là-dessus» et en fait, personne ne le faisait vraiment et pareil sur la nature du trickster. Moi, je voulais vraiment vous entendre là-dessus, voir un petit peu ce que vous en pensiez vraiment, si c'était quelque chose, d'origine, on va dire, voilà, une sorte de alors c'est compliqué de l'expliquer de chair et de sang, j'ai pas envie de dire ça, mais quelque chose qui serait là dans l'ombre, en fait, à manipuler notre réalité ou si c'est une sorte le de problème bug, enfin, le ouais. bah, voilà, c'est-à-dire que le trickster peut être également, Mmh. un programme. Si on reste sur la piste de la simulation, eh bien, le trickster pourrait être un programme, tout simplement, de la simulation, Mmh mh. hein, qui de temps en temps se déclenche et qui, crée toutes ces désordres et ces aberrations-là. Donc ça pourrait être un programme, mais ça peut être également, un administrateur qui joue des tours, voilà, et qui est à la Mmh. fois messager aussi. Donc c'est voilà, ça résout pas tout, hein, même en passant par la théorie de la simulation. Mmh. Par contre, ça décrit bien les choses, hein, ça met un vocabulaire, voilà, Oui. sur sur Oui, sur oui. sur les faits. C'est intéressant aussi. Mmh. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, vraiment, Laurent, d'être venu. C'était, vraiment passionnant. Je suis vraiment, très content de vous avoir reçu et d'avoir pu, voilà, parler de tout ça avec vous et vos livres, vraiment, je trouve, ouvrent vraiment à réflexion, en fait. Je conseille vraiment à tout le monde, voilà, de prendre Phénomène et puis Coup de fil de l'au-delà parce que vraiment c'est juste fascinant. Les 2 de toute façon, s'entrecroisent, hein, je pense que c'est vraiment Mmh. des livres complémentaires Ouais, et disons que pour le grand public, des coups de fil de l'au-delà est plus accessible, il est plus court, il est rempli de cas, il est plus accessible. Pour Phénomène, le niveau était plus élevé, on va dire, parce qu'il y a des chercheurs de type universitaire et cetera. mmh. Heu, les 2 se complètent bien, hein, les 2 se complètent bien, même si pour le grand public, des coups de fil de l'au-delà est quand même voilà, je l'ai fait pour le grand public parce que le rôle du chercheur aussi, c'est aussi de parler au plus grand nombre. Mais en tout cas, voilà, les gens qui liront ça, remettront peut-être en question, la réalité de, bah, de notre réalité, en fait Oui, moi, et c'est vrai que c'est le message principal, parce qu'il me semblait que c'était pas suffisamment dit, par d'autres chercheurs, ou par d'autres auteurs, surtout en France, où c'est cette, réflexion qu'on doit avoir, autour, de la nature de notre réalité, lorsqu'on aborde, tous ces phénomènes, inexpliqués. Voilà, mmh. on doit absolument, prendre le problème par les 2 bouts là, c'est-à-dire effectivement étudier les phénomènes en eux-mêmes, mais également, remettre en question la nature de notre réalité et se poser la question de savoir dans quoi on vit, quoi, exactement. Et ben, merci beaucoup en tout cas Laurent pour, cet entretien. C'était absolument fascinant et vraiment parce que ouais, pour moi, vous avez vraiment ouvert, de nouvelles perspectives et je trouve ça vraiment, Bah, c'est absolument gentil de me le passionnant. dire, c'est gentil de me le dire parce que c'est pas un travail, très gratifiant en vérité, chercheur et auteur, parce que
lorsqu'on met des points d'interrogation partout, c'est parce qu'on est chercheur, hein, Mmh. et donc on vend pas non plus des centaines de milliers de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, Oui, déjà, bien parce sûr. que Mmh. souvent on passe pas à la télévision, et on est un peu trop chercheur et pas assez convaincu souvent pour le grand public qui cherche plutôt des réponses. Et je le Mmh. comprends, hein, quand on vit un deuil, quand on vit des choses comme ça, même moi, je veux des réponses. Parfois moi-même, je sors de moi j'enlève ma casquette de chercheur, hein, j'ai besoin de réponses aussi, et malheureusement, mais quand je suis auteur de livres, je suis plutôt, et comme je suis quelqu'un d'intègre et d'honnête, je suis en mode chercheur et je me pose toutes les questions et je mets des points d'interrogation partout. Bon bref, on vend pas des dizaines de milliers de livres, mais parfois on met le doigt sur des choses comme par exemple l'archétype du trickster. Quand j'en ai parlé, je me disais: «Tiens, c'est pas trop ça que les gens ont envie de lire», mais donc je suis content quand des personnes comme vous me disent: «Non, non, c'est très, très intéressant, c'est passionnant, merci Ah d'avoir oui, oui, évoqué vraiment. cet aspect-là des choses. Merci d'avoir Mmh. pris le risque d'en parler dans vos livres». Parce Mmh. que l'archétype du trickster, c'est pas exactement ce que les gens ont envie d'entendre quand ils viennent de perdre un proche, hein, par exemple, et ça, je le comprends tout à fait. Donc, je suis content quand même quand ça plaît et quand les gens se disent: «Ah ben», quand certaines personnes comme vous me disent: «Ah ben, non, non, c'est ça qui il faut en parler aussi, il faut bien qu'il y ait des chercheurs qui de temps en temps, disent des choses, même si c'est pas extrêmement populaire de les dire, quoi». Voilà. Mmh. Non, moi je trouve vraiment que, ouais, là, vous avez développé avec le trickster quelque chose qui ouvre, oui, à ouais, de nouvelles hypothèses, réflexions sur le sujet et je trouve ça, absolument fascinant Mmh. et c'est vrai Bah, que oui, même parce que si on se pose encore plus de questions, mais au moins il y a déjà je trouve que ça mmh. il y a quelque chose, quoi. Mmh. Ouais, c'est voilà, bah, c'est passionnant. C'est un petit il faut tirer le fil là maintenant, il faut essayer de voir ce qu'il y a encore derrière. Il y a plein de choses derrière, hein. Mais Mmh. la recherche, elle avance, doucement sur ces sujets, très doucement parce qu'elle est pas la recherche n'est pas, organisée comme dans le monde, universitaire ou dans le monde, médical, au sens large ou dans le monde de la technologie, elle est pas voilà, c'est des gens comme moi qui bossent, sur ces questions-là, hein. Parfois, ils sont Mmh. universitaires, mais c'est en marge de ce qu'ils font à la fac, hein. Donc c'est pas organisé de la même manière, on communique pas de la même manière, il y a pas autant de publications que dans le reste de la recherche, donc ça avance doucement, mais il faut être patient, voilà, parce que ça accompagne l'éveil de l'humanité à mon avis. Mmh. Voilà. Et juste une dernière question, vous avez essayé peut-être de cibler le monde anglo-saxon en faisant peut-être, traduire votre livre qui serait peut-être reçu, là-bas, je sais pas, d'une autre façon? C'est juste Alors, une question comme ça. bah, pour l'instant, non, j'ai pas trop fait cet effort-là. Je sais que, je suis connu connu, enfin mon travail est un petit peu connu dans le monde anglo-saxon. En Angleterre, il y a une revue, Fortéenne sur les phénomènes Oui, étranges qui en avait ah oui. parlé. Il y a des, auteurs d'un podcast qui avaient parlé des phénomènes des coups de fil et qui avaient parlé de mon travail. Aux États-Unis, il y a un article dans une, revue, un comité de lecture qui en avait parlé. Hem, donc enfin une revue spécialisée sur le paranormal, hein, qui en avait Mmh. parlé. Heu, non, c'est quand même, j'ai l'impression que les phénomènes, c'est toujours le même problème, hein, le monde anglo-saxon est un peu plus ouvert quand même que le nôtre, mais il faut pas non plus s'imaginer que, heu, c'est complètement, démocratisé non plus et voilà, ça reste complexe dans le monde, anglo-saxon aussi, hein. Mmh. C'est encore plus complexe pour un petit auteur de se faire connaître parce que là-bas, il y a beaucoup plus de livres qui sortent. Comme c'est un domaine commercial également, le monde du C'est livre, c'est mmh. pas non plus les petits chercheurs, qui vendent le plus, au contraire, hein. C'est même l'inverse qui se passe. Des fois, il y a des choses très, très intéressantes qui passent complètement sous le radar parce que, il y a pas eu, la médiatisation nécessaire, autour de Ouais, donc ça, il quoi. reste dans l'ombre, d'autres, Voilà. oui. Et parfois on ne saura pas pourquoi, mais dans quelques années, par exemple, on pourra avoir un truc énorme autour du phénomène des coups de fil de l'au-delà parce que, soit un influenceur, soit une personne très médiatique va en parler, véritablement, donc ça va exploser à un moment donné. Par exemple, le phénomène des expériences imminentes, des morts de mort imminente, pardon, était déjà connu, hein, bien avant le livre de Raymond Moody, mais il a fallu le livre de Raymond Moody pour faire exploser le sujet. Donc, parfois il y a des choses qui passent sous le radar longtemps, avant d'être enfin, reconnues, authentifiées et Mmh. et c'est comme ça aussi, hein, ça il faut accepter ça.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les expériences de mort imminente, est-ce qu'on peut les voir un petit peu comme une sorte de comme des personnes qui auraient peut-être expérimenté la porte de sortie, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce serait pas, un peu, On peut aussi voir les expériences de mort imminente aussi comme une simulation elle-même, hein, mmh. une autre simulation quoi, une simulation particulière pour, les personnes qui sont, en phase de transition. Donc on peut voir ça de différentes manières également. Donc ouais, ouais, c'est ça peut donner ça peut donner, du grain à moudre si on est, sur, l'hypothèse de la simulation effectivement, ouais. Merci beaucoup d'être Merci venu, à vous. sur la séance de minuit et je mettrai les liens donc pour votre livre et cetera dans la description Bah, de la vidéo donc mmh bonne continuation à votre chaîne et ben, merci et puis au beaucoup. plaisir, hein, au plaisir. Si je vais un peu plus loin sur la théorie de la simulation, ben on Ah refera ben, une avec interview, grand plaisir. d'accord? Et ben, avec grand C'est plaisir, ma c'est vraiment. vous m'en avez parlé et je voilà, pour l'instant, je m'y intéresse, mais j'ai un peu écrit dessus et puis j'ai levé le pied parce que comment dire? Je me sens autant le phénomène des coups de fil, me porte puisque j'ai vécu le phénomène et je me sentais un petit peu investi d'une mission d'en parler en France et cetera. Autant, la théorie de la simulation, je me sens moins légitime, bien que je sois passionné par ça aussi. Voilà. Donc ça ne veut Mmh. pas dire que je le ferai pas, mais j'ai un peu levé le pied parce que, voilà, je me sens moins porté par ça pour le faire. Je pense que d'autres personnes peuvent le faire aussi bien que moi ou même mieux. Donc c'est pour ça que je mets ça en attente pour l'instant, Ah. mais si personne ne sort de bouquin là-dessus, je le ferai peut-être. Voilà. Ah mais moi je pense que justement c'est peut-être même le c'est un peu le cheminement, c'est la continuité de ce que vous avez vécu peut-être et d'essayer de trouver des explications. Moi je pense que vous êtes la personne parfaite pour le faire, Ouais, c'est en tout gentil, cas. c'est gentil, c'est gentil. Mais En j'essaie toujours de me sentir légitime quand je fais un truc. Pour le phénomène des coups de fil, comme je l'ai vécu le phénomène, je me sentais légitime. Mais pour, voilà, mais pour moi je le pense que mmh, parce que vous on avez va voir. touché du doigt des choses, ouais. Bon, bah, écoutez, en tout cas je l'espère. C'est Moi vrai, je mais c'est vrai. Je Maintenant que vous me dites ça et maintenant qu'on en a parlé, c'est peut-être, un signe pour moi pour me pencher dessus. Je vais voir. bon, bah, en tout cas merci beaucoup Laurent, vraiment. On pourrait peut-être l'écrire à 2 d'ailleurs, non? Bah, je sais pas si j'aurai les capacités d'écrire Ah ça, moi je mais pense que oui, on a eu une interview très intéressante en tous les cas et je vous en remercie. bah, en tout cas, merci beaucoup à vous vraiment et comme je l'ai dit, moi, c'est parce que j'écoutais, tout ce que vous avez fait, vous êtes passé chez UFO Conscience et à chaque fois, je me disais: «Mais il y a ces petites questions là sur la simulation, posez-lui» et à chaque fois, ça se faisait pas donc j'étais toujours un peu déçu donc je me suis dit: «Bon, je vais essayer de l'avoir pour moi» et vous avez répondu favorablement. En tout cas, merci beaucoup vraiment Laurent, c'était super sympa. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés et puis voilà, donc les livres, je mettrai, bah, voilà, dans la description de la vidéo, les liens pour, commander vos livres. Merci beaucoup Laurent, en tout cas. À très Merci à vous bientôt. et merci aux auditeurs. Merci.